Après la bataille de la Délivrance, dont le déroulement s'est étendu peu à peu à la plus grande partie du territoire français, le chemin de fer se trouve dans un état lamentable. Les bombardements et les destructions systématiques opérées par les Allemands avant leur départ ont semé partout des ruines. De très nombreuses gares sont détruites. Il n'en reste souvent que des pans de murs, des façades éventrées, quelquefois calcinées, des halls métalliques soufflés. Des maisons de cité sont effondrées, où les cheminots étaient logés près de leur travail. Les grandes cités, orgueil du réseau du Nord, ne sont plus que ruines. Les bâtiments de voyageurs sont détruits, aussi bien dans les grandes villes que dans de modestes bourgades, aussi bien dans l'ouest que dans l'est, dans le nord que dans le midi. Par toute la France, les dégâts sont immenses. De très nombreux postes d'aiguillage et les voies d'entrée et de gare qu'il commandait ont été bouleversés. La plupart des grandes gares de triage ont été littéralement retournées et des wagons qui s'y trouvaient ont été arrachés, soufflés, démolis, calcinés. La plupart constituaient des nœuds de voies ferrées importants. Longeau, Les Aubrais, Juvisy, Creil, Saint-Pierre-des-Corps, Villeneuve, La Plaine, Vert, Trappes, Sotteville, Rennes, Le Mans, Blainville, Tergnier, et jusque Badan au sud de Lyon, et Miramas, loin dans le Midi. Vu d'avion, le résultat est impressionnant. Dans les dépôts de locomotives, les destructions sont très importantes. Ils ont été parmi les objectifs choisis particulièrement par l'aviation alliée dans le but de neutraliser les transports allemands. Eux aussi ont été bouleversés, comme les gares de triage voisines. Au milieu des décombres apparaissent des cadavres de locomotives, des chaudières béantes, des châssis tordus. Les ateliers de réparation, aussi bien de locomotives que de wagons, sont anéantis. Les bâtiments ont disparu. Et les toitures se sont effondrées sur le matériel et les machines-outils. Les ouvrages d'art ont subi de graves destructions. Ils ont été ou bien bouleversés par des bombardements, ou avariés par les sabotages des organisations de la résistance française, et surtout détruits en masse par les Allemands, qui s'en sont donnés à cœur joie au moment de leur retraite. Les grands ponts métalliques, franchissant les fleuves et les rivières, ne sont plus que des ferrailles informes.
de grands et beaux ouvrages en maçonnerie n'existent plus. Certains, édifiés par les premiers pionniers du chemin de fer, avaient résisté à l'épreuve des temps et à l'augmentation considérable de la charge des trains. D'autres, plus récents, notamment ceux dus au grand maître séjourné, étaient considérés comme des chefs-d'œuvre d'une technique renouvelée. Les uns et les autres ont disparu, anéantis par un vandalisme inexcusable. Sur toutes les lignes, les brèches sont nombreuses, aussi bien en Alsace, sur le Rhin et sur la Sarre, sur la Seine, sur la Loire, aussi bien sur la Marne, en Bretagne, sur la Rance, partout. Même dans les paysages les plus pittoresques de nos montagnes de France. Au total, 120 kilomètres de brèches. Voici ce qu'était avant la guerre le réseau de la SNCF. Voici comment il fut peu à peu démantelé et ce qu'il était devenu après la libération des différentes parties du territoire. Tout de suite, on s'est remis au travail, mais avec de bien pauvres moyens pour commencer. Le gros matériel d'entreprise a été en grande partie détruit ou emporté par l'occupant. Ce qu'il en reste a été dispersé ou caché. Il faut le rassembler, le remettre en état, l'amener à pied d'œuvre. Et précisément, les moyens de transport font défaut. Dans bien des cas, on n'avait que des bras avec des pelles et des pioches. Mais heureusement, beaucoup de bonne volonté, car la tâche est immense. Peu à peu, des pelles à vapeur entrent en action et facilitent le travail. Des ouvriers s'affairent entre les wagons pour les réparer sur place quand c'est possible, ou les dépecer pour en évacuer plus facilement les débris. Dans les dépôts, autour des carcasses de locomotives, on démonte, on découpe au chalumeau pour récupérer toutes les pièces utilisables. Les décombres et les tas de ferraille s'animent. On aperçoit de nouveau, de place en place, les panaches de vapeur. Dès que les premiers déblaiements sont achevés, des cantonniers rassemblent les rails et les traverses récupérables et remettent en état les voies.
Dans les gares détruites, des bâtiments provisoires s'élèvent pour abriter les services et pour remplacer les bâtiments à voyageurs disparus. Dans les dépôts et les ateliers, on bouche les pans de murs avec des planches. On couvre rapidement les toitures béantes avec des bâches ou des moyens de fortune. Et les ouvriers recommencent à travailler dans des conditions précaires souvent, mais avec courage, en suppléant parfois aux défauts de force motrice par les bras de leurs camarades. Pour rétablir au plus vite la continuité des lignes interrompues par de nombreuses brèches, on répare comme on peut les petits ouvrages. Chacun dans sa zone d'action, chef d'arrondissement, de section ou de district, s'ingénie à trouver les quelques matériaux et engins nécessaires pour relever les tabliers effondrés, les consolider par des piles de traverse, lancer sur les brèches des poutrelles récupérées de ci, de là. Et ainsi, les trains recommencent à circuler. La vie reprend. Les gares s'animent à nouveau. Moins de 2 mois après la libération de Paris, on pouvait atteindre la plupart des grandes villes de province libérées, mais souvent par des itinéraires détournés, pour éviter les grandes brèches qui demanderont des moyens puissants pour être franchis. Les voyages sont encore difficiles et précaires. Les voyageurs sont obligés parfois de franchir à pied une brèche. Ils le font de bonne volonté, heureux déjà de pouvoir circuler à nouveau. À Orléans, en venant de Paris pour se rendre au-delà, vers Vierzon, il faut traverser toute la ville. Chacun s'en va résigner ses bagages à la main. À la traversée de la Loire, sur une passerelle de fortune, la foule se presse. Et puis, continue sur la route au-delà, évoquant les tristes souvenirs de l'exode de 1940. Enfin, on atteint la gare provisoire, installée en plein air, sur la rive sud du fleuve. Fatigué, mais heureux de retrouver le train pour y prendre place et continuer cette fois dans le calme et la sécurité, le voyage momentanément interrompu. Sur les grands fleuves, où les grands ponts sont encore détruits, on transborde les voyageurs dans des bacs d'une rive à l'autre. Le réseau démantelé à la Libération se reconstitue peu à peu, et le voici au 1er novembre 1944. Mais de grands itinéraires sont encore interrompus. Les voici en pointillés. Il existe encore en effet des brèches nombreuses sur les fleuves et les grandes rivières et il faut pour les franchir des moyens importants. Dès octobre 1944, des chantiers sont entrepris partout. Les fondations seront souvent réalisées sur des pieux battus dans le lit des rivières. Des sonnettes à vapeur entrent en action. Il faut parfois plonger pour explorer l'état des anciennes fondations. Des scaphandriers s'acquittent de cette tâche avec courage, malgré le froid, le courant ou l'obscurité des eaux limoneuses. Lorsque les fondations de pilotis sont terminées, on construit des palais provisoires en bois de charpente. Des ateliers s'élèvent aux abords des chantiers et peu à peu, les assemblages de rondins et de madriers sont édifiés au-dessus des eaux et se préparent à recevoir les tabliers qui livreront passage au train. Ces tabliers sont constitués souvent de poutrelles qu'on rassemble de ci, de là, dont un certain nombre laissés par les Allemands. De leur côté, les ateliers de l'industrie privée sont mis à contribution et les ouvriers, travaillant avec ardeur, à l'abri des regards, apportent ainsi leur participation à la grande œuvre de la renaissance du rail. Arrivés sur les chantiers, les poutres et les tabliers sont posés par divers procédés. On utilise d'abord les grues, notamment celles qui servent en cas d'accident de train à relever les wagons et les locomotives déraillées. Et puis, les procédés se perfectionnent. On aménage 2 wagons spéciaux munis d'un avant-bec en porte-à-faux qui saisit les poutres et les pose au-dessus de la brèche. Le premier engin permet de lancer des poutrelles de 10 tonnes.
plus puissants, posent des caissons tout assemblés de près de 30 tonnes. En plusieurs points, des compagnies françaises de sapeurs de chemin de fer reconstituées vont participer au travail. Installées dans des trains cantonnements, elles apportent leur concours à l'œuvre pacifique de la reconstruction. Sous l'habile direction de leurs cadres rassemblés, les jeunes recrues font preuve d'une belle ardeur et auront vite acquis l'expérience des vieilles troupes du régiment des chemins de fer. La SNCF a pu faire venir du matériel d'Angleterre, comme ces palets métalliques, qui servent à former des piles provisoires qui pourront défier la rigueur des temps. Dès novembre 1944, les premières grandes brèches sont franchies. Le 21, à Orléans, un train traverse pour la première fois la Loire sur un pont provisoire de près de 300 mètres, dont les 80 poutres ont été posées en 15 jours. Le même jour, à Maintenon, sur la ligne de Paris vers la Bretagne, est rétabli un ouvrage provisoire constitué de pièces et de morceaux, s'appuyant sur les débris de l'ancien viaduc, bouleversé par de nombreux bombardements. 4 jours plus tard, le 25 novembre 1944, à Verberie, à côté des débris d'un ancien pont métallique entièrement effondré, l'Oise était franchie à son tour. Les trains de charbon venant du nord de la France pouvaient reprendre leur itinéraire normal. Devant l'importance du trafic, le pont a été doublé peu de temps après. D'autres brèches sont comblées par des ouvrages provisoires partout, dans toute la France. Dans l'Est, les armées alliées apportent leur concours car la guerre n'est pas finie et les besoins militaires sont impérieux. Leur matériel est remarquablement conçu et permet de résoudre des problèmes difficiles, tel cet immense palais métallique qui monte dans le ciel comme une tour Eiffel. Mais l'hiver arrive, et il reste encore beaucoup à faire. La neige étend son blanc manteau sur les gares, où pourtant il faut continuer à rétablir les voies. Elle couvre les chantiers de construction de ponts, aggravant les difficultés rencontrées qui sont déjà nombreuses. Des inondations à 2 reprises, sur tous les fleuves et les rivières de France, viennent désorganiser les travaux. Qu'importe, il faut travailler quand même, car le rétablissement des transports est vital pour le pays. Pour aller de Paris à Bordeaux, il fallait au début faire le tour de la France en franchissant la Loire à Roanne. Depuis le rétablissement du pont d'Orléans, il faut descendre jusqu'à Montauban, car il existe 2 brèches importantes à Montlouis et à Libourne. À Libourne, un bel ouvrage est aux 3/4 détruit. 5 voûtes sont tombées, 2 autres sont fissurées. Après des travaux rendus pénibles par une crue sévère de la Dordogne, la circulation est rétablie le 16 janvier 1945. Les trains peuvent alors éviter le détour par Montauban et prennent l'itinéraire plus court par Vierzon et Tours. À Montlouis sur la Loire, la brèche s'étend sur la totalité de 12 arches entièrement démolies. Une partie de l'ouvrage provisoire est constituée par 6 tabliers posés par un wagon lanceur. L'autre partie est réalisée au moyen de tabliers militaires Bonnet-Schneider qui ont pu être dissimulés aux investigations allemandes. Ce sont des éléments de pont fabriqués d'avance qui arrivent sur la voie montés sur des bogies spéciaux comme des wagons. On les descend l'un après l'autre dans une fosse de montage, on les assemble avec les éléments précédents et on pousse le tout à l'aide de treuils puissants installés sur la rive. Et le 10 février 1945, la circulation est rétablie. Les trains peuvent reprendre de Paris à Bordeaux leur itinéraire normal. Sur la ligne de Paris à Mulhouse, la brèche la plus importante est constituée par le viaduc de Chaumont, magnifique ouvrage de 50 arches, dont certaines à 3 étages s'élèvent à 55 mètres du fond de la vallée. On construit sur les restes des piles de véritables chandelles en béton armé supportant un léger tablier
dont les coffrages sont constitués par des poutres en treillis de bois. Après 49 jours seulement de labeur acharné, la circulation est rétablie. La ligne de Paris à Toulouse est encore interrompue au sud de Brive à un viaduc près de Souillac. Une travée métallique de 65 mètres est tombée tout entière à plat d'une hauteur de 23 mètres. Pour la relever, on construit 4 véritables tours en béton armé, car on ne dispose ni de bois ni d'acier, le long desquelles elle sera remontée peu à peu à son emplacement normal. Sur le Rhône, en aval de Lyon, presque tous les ponts sont coupés qui réunissaient les deux lignes de la rive droite et de la rive gauche. À Avignon, le grand pont métallique est complètement effondré. La brèche atteint près de 600 mètres. Les Américains, pressés par les besoins militaires, ont construit une grande estacade en bois. Pendant ce temps, la SNCF entreprend les travaux de relevage de quelques tronçons récupérables de l'ancien pont. Un peu plus au sud, le viaduc qui unit Tarascon à Beaucaire est gravement atteint. Sur les 7 arches de fonte de 60 mètres qui le constituaient, 2 sont effondrées et 3 autres sont affaissées avec rupture à la clé. On décide d'entreprendre le relevage sans appui dans le fleuve, dont le courant est violent, en appliquant une méthode de décintrement des grands arcs. Après butonnage des arches détruites, des vérins sont disposés à la clé pour exercer des poussées horizontales, jusqu'à ce que la partie supérieure du tablier reprenne sa position normale. Après relevage et ouverture du joint, on le bloque au ciment et on enlève les vérins. La même opération se répète sans difficulté successivement sur les 3 arcs affaissés. Cette réussite de la technique française souleva l'étonnement de nos amis américains. Aussi, la remise en service de l'ouvrage le 12 juillet 1945 donna-t-elle lieu à une cérémonie d'inauguration d'une ampleur un peu exceptionnelle, justifiée par l'importance des communications rétablies sur la grande transversale du sud de la France, Marseille, Nîmes, Toulouse, Bordeaux. Entre-temps, on travaillait ferme sur la ligne de Paris à Rouen, qui franchit plusieurs fois la Seine sur des ouvrages importants, dont tous avaient suivi de graves destructions. Dès septembre 1944, on franchissait en provisoire le pont de Maisons-Laffitte, dont les voûtes avaient été gravement avariées par des bombardements, puis, quelques mois plus tard, celui de Bezons. À Argenteuil, on utilise pour la première fois sur une grande échelle les palets métalliques venus d'Angleterre. Près de Pont de l'Arche, un pont sommaire construit par les Anglais mais trop bas pour la navigation doit être remplacé. À Tourville, parmi les débris de l'ancien tablier métallique complètement détruit, on lance des travées en poutrelle sur des appuis en bois. Sur l'autre bras de la Seine, à Oissel, le grand tablier métallique tubulaire est resté en partie sur ses appuis. Une première voie provisoire est établie à travers les membrures percées, les barres des treillis déchiquetées qu'on va réparer peu à peu. Le grand viaduc d'Auplay, près de Rouen, paraissait difficilement réparable. L'une des travées de 180 mètres avait été précipitée dans le fleuve par l'effondrement de la pile centrale et s'était rompue en 2 tronçons, dont l'un pesait plus de 1200 tonnes.
Après quelques réparations de pièces essentielles, on a procédé au relevage. Opération particulièrement difficile et délicate ici, en raison de l'importance de la masse à soulever. Les deux tronçons ayant été rétablis à leurs niveaux anciens, maintenus en partie sur des palets et reliés par de petits tabliers provisoires, les trains passaient à nouveau le 8 septembre 1945, rétablissant enfin l'itinéraire direct de Paris à Rouen. Et puis, le Rhin. Dès le printemps de 1945, la division Leclerc était entrée à Strasbourg et l'armée de Lattre de Tassigny avait libéré l'Alsace et franchi le fleuve. Dès la fin de mai, au pont de Kehl, des compagnies du génie français sont à l'œuvre. Une pile centrale est disloquée jusque dans ses fondations. On va d'abord la consolider par des pierres de taille jetées dans le fleuve. Et sur cette masse, destinée à résister au courant violent du Rhin, on construit un appui provisoire en béton. Le tablier est constitué, comme à Montlouis, par des ponts militaires Bonnet-Schneider, mais renforcés ici par des éléments raidisseurs pour franchir des portées de 60 mètres. Les tronçons sont assemblés à l'avance sur la rive pour constituer le pont entier. Et l'ensemble, d'une masse de 830 tonnes, va être lancé en une seule opération, en s'appuyant sur des appuis préparés à l'avance, dont certains ne seront que provisoires. L'un d'eux même est flottant, supporté par des chalands amarrés. L'opération s'achève heureusement. Il ne reste plus qu'à descendre prudemment le pont sur ses appuis. Et le 7 juillet 1945, en présence du général de Lattre de Tassigny, l'ouvrage est inauguré solennellement. L'armée française pourra inscrire à son actif la construction au-dessus du grand fleuve du premier ouvrage sérieux livrant passage à une voie ferrée. Un peu plus au sud, à Chalampé, sur la ligne qui relie Mulhouse au pays de Bade, un grand pont métallique est complètement bouleversé. Pour combler une des grandes brèches de la partie centrale, on décide d'y transporter une travée restée intacte au pont de Neubrisac, à 25 km plus au nord. Le transport se fera sur des chalands, sur lesquels on aménage au préalable un immense échafaudage de bois. Après une préparation minutieuse nécessitant des ripages en long et en travers, la travée est sectionnée en deux tronçons et le premier est mis en charge sur les chalands. Le 1er février 1946, le premier transport est entrepris. Et voici cette masse métallique de 300 tonnes qui vogue vers sa nouvelle destinée. Grâce au concours efficace d'entreprises suisses et notamment d'une compagnie de navigation de Bâle, les opérations se déroulent avec un plein succès. Le 27 février, le deuxième tronçon suit le même chemin et rejoint à Chalampé le premier déjà installé sur une estacade provisoire. La travée centrale du pont à rétablir était simplement tombée par une de ses extrémités. Il s'agit de construire des palets de soutien encadrant le tablier et sur ces palets, un grand portique métallique sur lequel prendront appui les chaînes de relevage. Comme toujours, dans toutes les opérations analogues, des essais de passage de locomotives à différentes vitesses sont suivis et enregistrés minutieusement. Ainsi, les voyageurs peuvent avoir confiance. C'est avec toute sécurité que la circulation est partout rétablie. À l'ouest de la France, la ligne de Nantes à Bordeaux comportait de très graves destructions, notamment les ponts de la Vendée sur la Loire et celui de Saint-André de Cubzac sur la Dordogne. À Nantes, la ligne franchit les deux bras de la Loire sur deux grands ouvrages en maçonnerie, dont l'un était gravement avarié et l'autre totalement détruit. Malgré la longueur de la brèche, un pont provisoire fut entrepris. Cet ouvrage, de près de 700 mètres de longueur, un des plus longs de l'Europe occidentale, est mis en service le 14 décembre 1945.
Sur la Dordogne, le pont de Saint-André de Cubzac comportait 8 travées imposantes supportées à 30 mètres de haut par de grandes piles métalliques. L'une de ces travées était tombée, entraînant légèrement la pile voisine dont une partie des boulons de scellement fut cisaillée. Au moyen d'un avant-bec monté à l'extrémité en porte-à-faux, on entreprend de relever la partie tombée sans prendre aucun appui dans la rivière. Auparavant, on avait redressé la pile en exerçant des efforts à la partie supérieure de la même travée. Puis, à l'autre extrémité, sont attachées les chaînes de relevage, sur lesquelles on exerce les tractions au moyen de vérins et de treuils placés sur l'avant-bec. À chaque levée de 2 mètres, on arrête l'opération et on enlève des maillons. Tous les ouvriers prennent une part active à cet exploit sportif. Le 8 juin 1946, la circulation des trains reprend normalement. Dans la région lyonnaise, les Allemands se sont acharnés à détruire les ouvrages d'art, aussi bien sur les routes que sur le chemin de fer. L'un d'eux, sur la Saône, à la Mulatière, a failli connaître un sort tragique. Ce grand ouvrage de 200 mètres de longueur reposait sur 2 piles en rivière. Les explosifs arrachèrent les poutres vers leur milieu et détruisirent une partie des piles. La moitié du tablier bascula à 45 degrés et resta en équilibre précaire. Il fallait sauver cette énorme masse de métal en évitant son effondrement complet à la suite de manœuvres maladroites. Le relevage s'effectuait au moyen de vérins de 2 et 300 tonnes, exerçant leur poussée sur des pièces d'appui spéciales fixées à la poutre par l'intermédiaire d'un jeu de cales en biseau. Après chaque poussée, l'inclinaison du pont s'étant modifiée, une cale était enlevée pour rétablir l'horizontalité des pièces d'appui. En 2 mois, d'octobre à décembre 1945, le redressement de cette masse de 1600 tonnes était réalisé. Ainsi, peu à peu, les brèches se comblent. Le relevage des grands tabliers métalliques et la construction des grands ouvrages provisoires touchent à leur fin. Il en reste un qui va constituer le point final de cette phase de la renaissance du rail, le viaduc de 40, sur la seconde ligne qui dessert Marseille. Cet immense ouvrage métallique de 900 mètres de longueur comportait un grand pont tournant de 100 mètres qui, en s'effaçant, permettait aux navires de haute mer de pénétrer dans l'étang de Berre. Les Allemands firent sauter la pile centrale et une des 2 travées de la partie tournante et coupèrent une autre travée fixe. Après le déblaiement des décombres et de cet invraisemblable amas de ferraille, on entreprend le relevage de la travée fixe au moyen d'un avant-bec monté à l'extrémité restée en porte-à-faux. Pendant ce temps, une autre partie du chantier avait connu une activité fébrile. À la place de l'énorme tour en maçonnerie supportant le pivot du pont tournant, on construit dans un temps record un immense portique double en béton armé, sur lequel, d'une part, et sur l'ancienne culée d'autre part, on élève 2 grands pylônes métalliques qui supporteront une travée levante. 2 tabliers de 50 mètres, dont l'un formera cette travée levante, sont constitués à l'aide d'éléments de ponts militaires allemands récupérés. Ils sont montés à l'avance, assemblés bout à bout, pour être lancés au-dessus de la brèche. Une compagnie de sapeurs de chemin de fer participe aux travaux. Les travaux de lancement terminés, il reste à désolidariser le tablier qui surmonte le chenal pour le rendre mobile le long des 2 pylônes métalliques. Le 19 juillet 1946 a lieu l'inauguration officielle. Les ingénieurs et ouvriers, officiers et sapeurs, unis dans un même effort au cours des travaux, ont bien mérité de recevoir ensemble un témoignage de la reconnaissance du pays.
Ainsi se trouve rétablie cette nouvelle liaison avec le grand port de Marseille. Et si le chemin de fer a sa part, la navigation n'en souffre pas. Et le pont, levé à 40 mètres, livre passage aux bateaux de haute mer. En même temps qu'on rétablissait la circulation sur les ouvrages d'art, on entreprenait la construction dans les ateliers et dépôts de bâtiments provisoires plus confortables pour mettre les ouvriers chargés des réparations dans des conditions de travail meilleures. On utilise les ressources des constructeurs de charpentes métalliques et puis des hangars anglais dont la SNCF a pu obtenir livraison. Plus de 100 sont installés par toute la France. Ils servent d'ateliers ou de remise à locomotive. Certains sont disposés en étoile sur les voies rayonnantes des anciennes rotondes démolies. Dans les gares de voyageurs, on poursuit la construction de bâtiments encore provisoires, mais plus sérieux et plus confortables, pour pouvoir attendre la reconstruction définitive qui sera souvent subordonnée à des considérations d'urbanisme. Les postes d'aiguillage sont installés dans des bâtiments quelquefois sommaires, mais avec des dispositions suffisantes pour assurer la sécurité par des enclenchements convenables. Sur 688 postes détruits, 470, soit les 3/4, sont rétablis en un an. Les gares de triage, dont certaines, comme on l'a vu, avaient été bouleversées de fond en comble, ont retrouvé à peu près leur physionomie normale, et les wagons sont de nouveau lancés à cadence régulière sur les bosses de débranchement. Le trafic reprend partout. La signalisation normale est peu à peu rétablie le long des voies. Le bloc automatique lumineux, le dernier cri de la technique française, mis hors de service sur 2600 km, fonctionne à nouveau en moins de 6 mois. Le bloc système mécanique, complètement désorganisé sur 9000 km, est remis en état au 9/10 en moins d'une année. Et les sémaphores, étendant dans le ciel leurs grandes ailes, assurent la protection convenable des trains en marche. C'est une lourde suggestion pour l'exploitation. Il en résulte d'une part un allongement des durées de parcours, donc une mauvaise utilisation des locomotives et des wagons. D'autre part, une consommation supplémentaire de charbon pour la reprise de la vitesse normale à une époque où l'on en est si pauvre. Aussi, a-t-on entrepris rapidement la reconstruction définitive des ouvrages d'art où l'on n'avait établi qu'une seule voie provisoire. Les travaux sont menés rapidement sur les chantiers où l'on reconstitue la situation ancienne. C'est le cas pour un grand nombre de viaducs en maçonnerie auxquels on conservera leurs beaux parements de pierre. Certains ouvrages, déjà détruits au cours de la désastreuse campagne de 1940 et reconstruits une première fois, le sont maintenant pour la seconde fois, tel ce pont de l'Aversine sur l'Oise, sur la ligne de Paris à Creil. En d'autres points, on entreprend immédiatement la reconstruction définitive, sans passer par l'intermédiaire d'un ouvrage provisoire, toujours coûteux et gênant pour les travaux définitifs. Malheureusement, la pénurie de ciment ne permit pas de commencer immédiatement la reconstruction de tous les ouvrages et certains chantiers durent être interrompus après le déblaiement des décombres.
Le viaduc de la Canardière, près de Chantilly, comportait 2 grandes brèches. On entreprend immédiatement la reconstruction définitive de la plus importante pour une voie. Pour gagner du temps, on travaille même la nuit, malgré les difficultés d'éclairage et les risques plus grands d'accidents. Pour livrer passage rapidement, on avait décidé de franchir la petite brèche par des tabliers provisoires, soutenus par de légères palets métalliques, qui seront enrobés dans la maçonnerie des piles. Après un effort considérable de plusieurs mois, la circulation sur une voie est rétablie le 1er octobre 1945. Aussitôt après, on entreprend la phase suivante des travaux, qui consiste à reconstruire la deuxième partie de l'ouvrage, correspondant à la deuxième voie, et à l'élargir pour permettre d'en poser ultérieurement une troisième. Le 1er octobre 1946, la seconde voie est posée à son tour, et la circulation normale des trains est rétablie. Par ailleurs, le premier grand pont métallique est rétabli en définitif à Nevers. Une passerelle de service munie d'un avant-bec approprié est lancée de travée en travée pour permettre le montage des arcs métalliques préparés à l'atelier. Le lancement demande une surveillance attentive. Les arcs, une fois posés, sont surmontés d'une dalle en béton armé qui supportera la voie. 6 mois seulement après le début des travaux de montage, la mise en service de la première voie a lieu le 1er mai 1946. Certains ouvrages ont été tellement ébranlés qu'on a dû entreprendre la réfection complète de leur fondation. À Libourne, on utilise dans ce but des caissons en béton armé construits sur la berge dans une enceinte étanche constituant une sorte de cale sèche. Les caissons sont mis à l'eau, soutenus par des flotteurs et remorqués à leur emplacement au moyen de câbles. Arrivés à destination, on les échoue à leur position définitive. On procède à l'épuisement et on y coule le béton qui constitue les fondations. Puis les voûtes s'élèvent sur des cintres en rail préparés à l'avance. Et le pont, reconstruit, reprend sa physionomie ancienne. Au pont de Montlouis sur la Loire, les travaux de l'ouvrage définitif ont été entrepris aussitôt la construction du tablier provisoire. Il s'agissait de reconstruire l'ouvrage ancien avec des voûtes en gros béton et des parements en pierre de taille à gros joints d'aspect rustique. La première moitié de l'ouvrage est ainsi reconstruite définitivement à côté du pont provisoire sur lequel s'effectuait la circulation des trains. Dès le 4 juin 1946, elle va pouvoir à son tour recevoir la voie
sur laquelle la circulation est reportée. Et les tabliers provisoires du premier ouvrage peuvent être déposés par des opérations inverses de celles qui avaient permis de les installer. La reconstruction de la deuxième partie sera entreprise immédiatement et pourra être terminée à l'automne de 1946. Au viaduc de Maintenon, l'ancien ouvrage a été si gravement avarié par les bombardements qu'on a dû prendre la décision de construire à côté un nouvel ouvrage. Au loin se profilent les voûtes endommagées par le temps de l'ancien aqueduc du grand siècle, témoin d'une splendeur passée. Des piles rectangulaires massives vont s'élever pour supporter les poutres droites qui constitueront le tablier en béton armé. Déjà, les premières vont recevoir les coffrages de ces poutres, supportés par des poutrelles à treillis, transportées successivement d'une travée à l'autre. L'ouvrage prend sa forme définitive aux lignes droites et nettes. On pose la voie sur le ourdi en béton, puis les pylônes supportant la caténaire, car l'ouvrage est sur la ligne électrifiée de Paris au Mans. Le 19 septembre 1946, 2 ans après la destruction et 10 mois seulement après le début des travaux de fondation, le viaduc de Maintenon est définitivement remis en service. Quant à l'ancien ouvrage, il ne lui restera plus qu'à prendre rang parmi les ruines historiques. À Nogent-sur-Marne, l'immense brèche de plus de 200 mètres de long et de 25 mètres de haut devait être comblée par 3 arches en béton armé de 80, 70 et 68 mètres de portée. Après les travaux de déblaiement et de fondation assez longs et pénibles, les travaux de construction furent entrepris activement à l'automne de 1945. De la benne du transporteur aérien, on embrasse tout le chantier. Les fondations sont terminées. Et puis, l'on voit s'élever dans le ciel une véritable toile d'araignée de tubes métalliques pour constituer l'échafaudage qui soutiendra les coffrages de la 2e et de la 3e arche. Pour maintenir la navigation sous la première arche, on adopta la solution d'un immense cintre en bois prenant appui aux naissances des voûtes. Les éléments de base, montés d'abord verticalement, sont rabattus et soutenus par des bigues provisoires. La partie supérieure du cintre, préparée à l'avance, est amenée poutre par le transporteur aérien pour venir coiffer les 2 éléments de base. Puis, les travaux de coffrage, de ferraillage et de coulage du béton se poursuivent normalement. Le 15 décembre 1946, l'ouvrage était complètement achevé. Débarrassé presque entièrement de ses coffrages, il apparaît avec toute la pureté de ses lignes. La cérémonie d'inauguration, présidée par le ministre des Travaux publics lui-même, souligne l'intérêt du rétablissement tant attendu de cet important ouvrage. À Orléans, les difficultés ont été sérieuses. Il a fallu abandonner l'ancien ouvrage, trop disloqué, et construire le nouveau un peu en amont. Après les travaux de fondation, longs et pénibles, d'immenses cintres en bois s'étendent au travers de la Loire. Les travaux poussés activement pendant l'été de 1946 sont poursuivis pendant l'hiver, mais au début de janvier 1947, une véritable banquise s'est formée sur le fleuve, et la débâcle, si elle se produit brutalement, risque de tout emporter. Aussi a-t-on mobilisé l'artillerie pour être prêt à toute éventualité. Heureusement, rien de grave ne s'est finalement produit. Et quelques mois plus tard, à l'été de 1947, l'ouvrage définitif apparaissait reconstruit. Ainsi, les ouvrages reconstruits se succèdent les uns après les autres. Les ingénieurs et leurs collaborateurs, les entreprises, leur personnel de maîtrise et leurs ouvriers sont fiers de marquer les points
et de participer peu à peu à la reconstruction définitive totale. Ce grand effort porte ses fruits. Le nombre des ralentissements sur toutes les lignes est en diminution sérieuse. À la fin de 1946, sur 2600 ponts-rails détruits ou avariés, 1440 sont rétablis en définitif. Il ne reste plus qu'environ 1000 ouvrages provisoires, alors que leur nombre avait atteint son maximum de 1700 dans le deuxième semestre de 1945. On peut espérer qu'à la fin de 1947, il n'en restera plus que 200 ou 300, alors que le nombre des ouvrages définitifs dépassera 2000. En même temps, était entreprise, dès le courant de l'année 1945, la reconstruction définitive des bâtiments, en commençant, bien entendu, par les plus essentiels pour la vie du chemin de fer, les dépôts et les ateliers. À Longo, près d'Amiens, l'activité est fébrile. En même temps qu'on travaille à la reconstruction définitive du dépôt, on met au point pour le remisage des locomotives un type de rotonde répondant à des caractéristiques nouvelles. Ici, la rotonde se développe sur un arc de cercle permettant d'abriter 20 locomotives sur des voies rayonnantes disposées autour d'un pont tournant. De grands ateliers en béton armé sont reconstruits, suivant des types antérieurs à leur destruction, parce qu'ils correspondent à une technique récente, mise au point entre les deux guerres. Malgré quelques retards résultant de la pénurie momentanée de ciment et d'acier d'armature, des chantiers de reconstruction en activité s'étendent ainsi sur toutes les régions. À Avignon, une grande rotonde du nouveau type est en construction. Elle s'étendra sur toute la circonférence pour abriter plus de 30 locomotives. Le mur d'enceinte extérieur s'appuie sur des poteaux en béton fabriqués à l'avance sur le sol et qu'on lève les uns après les autres pour les assembler ensuite par des éléments également en béton armé, mais coulés sur place. Des éléments également préfabriqués sont disposés en corniche. Ils ont un profil étudié spécialement pour permettre l'évacuation facile des fumées par les gaines appropriées. La reconstruction d'un nombre important de logements pour le personnel a été entreprise dès le début de l'année 1946. Et déjà, quelques cités de cheminots commencent à retrouver leur visage de paix.
La reconstruction définitive des postes d'aiguillage est également poursuivie avec la plus grande activité. Les installations qu'il comporte assurent désormais la sécurité de la circulation des trains aussi sérieusement qu'avant les destructions, quelquefois même avec des dispositifs plus modernes et plus perfectionnés. Ainsi, les chemins de fer français ont repris leur physionomie normale. Dans la grande œuvre de la reconstruction du pays, la renaissance du rail est devenue une réalité. Et tous ceux qui ont collaboré à cette tâche immense, ouvriers et ingénieurs des entreprises, cheminots de tout grade et de tout service, ont droit à la reconnaissance de la France. Et que cette renaissance du rail nous donne l'espoir de voir bientôt planter le drapeau traditionnel au sommet de la France reconstruite.